Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité aux 23h. Les titres pour démarrer. Le Premier ministre est à Hambourg, en Allemagne, pour représenter le chef de l'État à la conférence sur le développement durable. Avant ses assises, Robert Begré-Mambé a rencontré ce dimanche la communauté ivoirienne vivant en Allemagne. Au menu, plusieurs sujets d'actualité nationale. Le chef du gouvernement a également exhorté les Ivoiriens de la diaspora à être de véritables ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Nous parlerons religion dans cette édition. Bonne nouvelle pour l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Ce dimanche, le pape François a annoncé la création de 21 nouveaux cardinaux. Parmi eux, Monseigneur Ignace Bessy, l'actuel archevêque métropolitain d'Abidjan, recevra les insignes de ses nouvelles charges pastorales le 8 décembre prochain à Rome. La campagne de vaccination contre la variole du singe auprès des populations à risque a commencé à Goma, province la plus touchée de la République démocratique du Congo, avec plus de 30 000 cas. La campagne concernera dans un premier temps le personnel de santé et les communautés à risque. Merci de vous informer sur la chaîne qui rassemble. Il est à Hambourg depuis ce samedi 5 octobre. Le Premier ministre y séjourne dans le cadre de la conférence sur le développement durable. En marge de ce grand rendez-vous, Robert Begré-Mambé a rencontré les Ivoiriens vivant en Allemagne. Le chef du gouvernement les invite à participer au développement de la Côte d'Ivoire. Herman Guivet. Interrogations sur la vie de la nation. Questions d'actualité, préoccupations et attentes exposées au Premier ministre Robert Begré-Mambé au cours de cette rencontre entre le chef du gouvernement et les Ivoiriens vivant en Allemagne, en Tchécoslovaquie et aux pays alentours. Préoccupations abordées l'une après l'autre par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La première, comment se porte la Côte d'Ivoire? Depuis 2011, où le président Alassane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire en main, nous avons fait d'énormes progrès. Et je pense qu'il est important que chacun de nous prenne conscience de cela, parce que la conséquence immédiate, c'est que ça vous confère des responsabilités énormes. Aujourd'hui, avec toutes les infrastructures que le président Alassane met en place, quand on est ivoirien, qu'on va avec des amis en Côte d'Ivoire, en toute vérité, on n'a pas honte. La seconde, la volonté des Ivoiriens de l'extérieur de voir pour 2025 des élections calmes et apaisées. Les élections ne doivent être une occasion pour nous de faire des palabres. Pour ceux qui ont vécu ce qui s'est passé dans les années 2010-2011, si vraiment on a conscience qu'on doit préserver la vie des Ivoiriens, on ne doit plus recommencer. Pourquoi? Parce que les élections, c'est le moment où on va auprès des populations pour leur demander: est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez compris ce que je veux faire? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de faire? Donc, pour que vous ayez la bonne réponse, il faut que l'organisation des élections accompagne ce processus de la meilleure façon possible. C'est pourquoi le président de la CEI a pris le temps de sillonner l'Europe. Et avant de lancer le recensement électoral, il a rencontré tous les partis politiques. Et je crois savoir qu'ils se sont accordés sur le processus de recensement électoral. S'ils se sont accordés, nous devons alors aller à la pêche des partisans. Ce sont tous des Ivoiriens. Il faut qu'on aille dans un esprit de paix, un esprit apaisé. Il faut faire très attention aux paroles qu'on prononce et aux actes qu'on pose. Il y a des lois, il y a des règlements, il y a des processus. On les suit et on se présente aux élections. Occasion pour le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, de leur rappeler le rôle important qui est le leur dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit exportateur de produits finis de cacao. Et c'est la bataille que le président de la République est en train de mener en ce moment. Et on a besoin de vous pour cela. Si vous avez des idées, si vous avez des projets, si vous avez des partenaires et que vous avez des compétences, le PJGouv est un instrument par lequel vous pouvez démontrer votre capacité à vous imposer dans la société. Une communauté ivoirienne heureuse et satisfaite de ces échanges avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Nous l'avons d'abord félicité pour les avancées qui ont été réalisées
et puis les acquis en matière électorale. Mais que des efforts soient encore faits afin que les prochaines élections soient d'abord inclusives, elles soient justes, elles soient équitables et qu'elles soient aussi apaisées. Le Premier ministre a pris acte de nos échanges et surtout nous sommes satisfaits de ses réponses. Nous étions très contents d'être avec le Premier ministre pour cette audience qu'il nous a accordée. Et c'est pour nous l'occasion, n'est-ce pas, de remercier en premier lieu le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence le président Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement a salué la mobilisation exceptionnelle de 6 Ivoiriens de l'extérieur pour cette rencontre, preuve de leur intérêt particulier pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. De Hambourg, direction Paris, à plus de 900 km où se tient la première édition de Francotech en marge du 19e sommet de la francophonie. Ce salon vise à promouvoir le numérique et l'innovation technologique. La Côte d'Ivoire est bien représentée. 5 startups participent à ce rendez-vous. Issa Yeo, notre envoyé spécial. En marge du 19e sommet de la francophonie, organisé à Paris, en France, se déroule la première édition de Francotech. 5 jeunes startups sont sélectionnés pour venir participer à ce grand rendez-vous dédié au monde du numérique. Chargeur, qui est une solution qui permet de déployer en fait des batteries, des stations de recharge donc pour des batteries de motos électriques. Donc nous sommes à Francotech justement pour pouvoir montrer notre solution et merci surtout de pouvoir trouver des partenariats parce qu'on est sûr, c'est un de vos projets que je mets en place depuis maintenant 2023. Le Pognon Club, c'est un projet qui fait la promotion de la culture africaine par la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc ça, c'est un cas de réalité virtuelle et quand on le porte, il y a la possibilité d'aller dans des villages ivoiriens, danser avec des masques de chez nous, jouer à des instruments de musique et même aller dans le monde des esprits. Et c'est un projet éducatif où on peut apprendre directement en portant le casque tout en s'amusant. Ce rendez-vous du donner et du recevoir au niveau du numérique est l'occasion pour le ministre de dévoiler des avancées technologiques en la matière en Côte d'Ivoire. Sur plus de 4500 data centers dans le monde, l'Afrique en compte moins de 80. Mais la Côte d'Ivoire se classe bien parce qu'on a au moins une dizaine de data centers en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et on va maintenir la tendance dans le cadre donc du déploiement ou de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'intelligence artificielle que nous allons bâtir. Et il va falloir développer des infrastructures dans les grands pôles. Les startups se disent satisfaits de cette première participation au Francotech et ne cachent pas leur ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pôle numérique important dans le monde. Et avant de se rendre en France, le ministre de la Transition numérique a inauguré un data center au village technologique de Grand Bassam. L'ouverture de ce centre de données en Côte d'Ivoire donne un nouvel élan à l'économie numérique. Didier Nguessan. Un data center ou centre de données est une infrastructure composée d'un réseau d'ordinateurs et d'espaces de stockage. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, inaugure ce data center situé au Vitib, village des technologies de l'information et de la biotechnologie. Ce centre offrira un environnement optimisé pour des équipements informatiques dans une installation de pointe. Les data centers aujourd'hui, au niveau mondial et global, sont au cœur de presque tout ce que nous faisons sur Internet, sur le cloud. Toutes les transactions, tout le contenu que nous consommons doit être hébergé quelque part. Toutes les transactions qui se font au niveau bancaire se font sur des serveurs, idéalement hébergés dans des data centers de dernière génération avec des mesures et des infrastructures de sécurité, qui veut dire que les équipements de nos clients sont toujours sécurisés, sont toujours dans un mode actif. Il n'y a pas de ce qu'on appelle en anglais du downtime, ce qui permet que tout se passe, disons, dans les meilleures des conditions, dans des conditions optimales, pour que nos clients puissent fournir à leurs clients les services et les contenus dont ils ont besoin. Ce premier centre de données de niveau 3 apportera son soutien à la Côte d'Ivoire en favorisant la transformation numérique et en établissant un lien entre la connectivité internationale et locale. À présent, la lecture d'un communiqué du Sénat.
Madame Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat, convoque, mesdames et messieurs les sénateurs, à la séance plénière solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire 2024 du Sénat, le jeudi 10 octobre 2024 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. L'ouverture de la session aura lieu conjointement avec celle du colloque des Sénats d'Afrique, dont les travaux se tiendront les jeudis 10 et vendredi 11 octobre 2024 autour du thème « Idées de Sénat et expérience sénatoriale en Afrique », organisé à l'initiative du Sénat et placé sous le haut patronage de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce colloque verra la participation de plusieurs présidents du Sénat africain et du président du Sénat français. En raison du caractère solennel de cette séance, Madame la Présidente du Sénat invite, Mesdames et Messieurs les sénateurs, à arborer leurs écharpes et autres insignes de parlementaires. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Et comme vient de l'indiquer ce communiqué, le colloque des Sénats d'Afrique se tiendra à Yamoussoukro sur 2 jours. Et pour situer les enjeux, le président du comité scientifique de ces assises était face à la presse. Le point avec Michel Digri. Ce colloque réunira des femmes et des hommes d'expérience venus de différents Sénats ainsi que des spécialistes des institutions parlementaires, des juristes, des historiens et des philosophes de la politique autour du thème « Idées de Sénat et expérience sénatoriale en Afrique ». Pour le président du comité scientifique de ces assises, le sénateur Sidibé Vali, ce colloque sera un cadre d'échange sur les expériences en matière d'organisation et de fonctionnement des institutions sénatoriales. Le premier objectif principal, c'est de donner à l'auditoire et à tous ceux qui seront à cette session une lisibilité et une visibilité des Sénats. Concomitamment au colloque, les présidents des Sénats présents vont réfléchir à la création d'un organe fédérateur des Sénats d'Afrique pour permettre d'échanger des expériences et même des ressources humaines. 200 participants issus de 11 Sénats d'Afrique sont attendus à Yamoussoukro. Intéressons-nous à présent à la 5e conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie est en Angola pour prendre part à ce colloque. Dans le cadre de cette rencontre, Mamadou Sangafoa a visité la plateforme pétrolière nationale. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux Soro Corona et Yaya Konaté. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie ivoirien au siège de Solins, filiale de Solangol à Luanda en Angola. Le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly est en Angola sur invitation de son homologue angolais. Une invitation sollicitée lors de la visite d'État du président angolais en terre ivoirienne. La présentation de la société pétrolière est faite à la délégation ivoirienne pour mieux connaître le fonctionnement, les domaines d'intervention et les activités de cette structure nationale. Nous sommes des pays africains et c'est un plaisir d'avoir le ministre ici pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire si on travaille ensemble et faire la même chose qu'on a fait ici, on peut faire aussi à Côte d'Ivoire ensemble. Mamadou Sangafoa Coulibaly inscrit sa présence dans le cadre d'une visite pour s'imprégner du modèle angolais, mais aussi pour découvrir l'expertise et partager l'expérience de ces pays amis dans les domaines du pétrole et du gaz. C'est une société gérée totalement par les Angolais à 99%, ça veut dire que pendant 30 ans, j'ai transféré l'expertise, le savoir-faire, et nous sommes heureux de regarder la coopération sur ce. Une visite guidée en véhicule a permis au ministre et à sa délégation de voir de plus près les installations et l'étendue de la plateforme pétrolière. Le ministre des Mines et du Pétrole et de l'Énergie prévoit des conventions entre les deux pays. La délégation ivoirienne conduite par le ministre a visité. Par la suite, le ministère des Ressources minérales, du pétrole et du gaz angolais. Le cabinet ministériel de plusieurs étages regroupe tous les différents services, des salles de conférence et de formation.
En diplomatie, la lutte contre l'immigration irrégulière était au cœur des échanges entre le ministre délégué chargé des Affaires étrangères et la directrice générale adjointe d'Expertise France. Cette rencontre était aussi axée sur la coopération entre les deux institutions. Le compte rendu de Souleymane Donissongou. Une audience accordée à la directrice générale adjointe des opérations de Expertise France par le ministre délégué chargé des Affaires étrangères a permis d'évaluer les actions posées en faveur de la réduction du phénomène de la migration irrégulière. Donc je suis très heureuse d'avoir pu rencontrer Monsieur le ministre. Nous avons pu échanger sur la longue coopération que nous avons déjà à la fois autour des diasporas, mais aussi des migrations ensemble dans le pays. Une coopération très fructueuse qui a eu de nombreux résultats déjà et que nous allons, grâce à l'Union européenne, pouvoir poursuivre en équipe Europe avec le grand pays qu'est la Côte d'Ivoire, à la fois pour permettre un accueil et une réinsertion des migrants de retour et en particulier des jeunes dans les réseaux de droit commun, mais aussi poursuivre ces activités de lutte contre la traite des êtres humains. Expertise France est engagée depuis 2004 auprès de ses partenaires ivoiriens et mène des projets qui visent principalement à renforcer les capacités des administrations publiques et des autorités locales sur ces 4 secteurs d'intervention prioritaires, à savoir gouvernance, sécurité, développement durable et développement humain. Un chapitre politique dans ce journal. Ces derniers mois, le village de Confesso Dioulabougou a bénéficié d'importantes actions de développement. Reconnaissantes, les populations veulent rendre hommage au président de la République. Parrain de cet événement, le ministre Amédée Kouakou, président du conseil régional du Lodjibois. Mama Traoré. La hausse du prix du café et du cacao pour la campagne qui s'ouvre coïncide avec l'ouverture des voies d'accès au village de producteurs de Confesso Dioulabougou dans le département de Guitry. Ce n'est d'ailleurs pas la seule action de développement réalisée dans cette localité récemment. Confesso Dioulabougou a bénéficié de cet important investissement au niveau de la route. Le village est quasiment désenclavé. Aujourd'hui, on a un centre sanitaire, on a des écoles qui ont pu s'implanter grâce à la voie. La plupart des populations, c'est des producteurs de la filière café-cacao. Ils sont très contents aussi parce que le cacao aujourd'hui, c'est devenu à 1800 et puis le café est devenu à 1500. Pour toutes ces réalisations, Confesso Dioulabougou voue sa gratitude au chef de l'État à travers une cérémonie d'hommage. Témoin et parrain de l'événement, le président du conseil régional du Lodjibois, Amédée Kofi Kouakou. Il promet que la dynamique amorcée à Confesso Dioulabougou va se poursuivre et exhorte les populations à faire confiance au président de la République. L'homme qui travaille, c'est derrière lui on se met. C'est parce que vous savez que je suis avec le président Alassane Ouattara et comme je suis avec lui, si vous demandez quelque chose, vous allez l'obtenir. C'est pour ça que vous nous avez voté. Et donc nous allons travailler avec Madame le député Yao Patricia, avec tous les élus du Lodjibois, avec les cadres, pour que dans ce village à Confesso Dioulabougou, bientôt il y ait l'électricité pour le bonheur de nos parents. Au nom du chef de l'État, Amédée Kouakou s'engage également à ouvrir les voies d'accès des villages et campements environnants de Confesso Dioulabougou, ce afin que les producteurs de café et de cacao de la zone puissent facilement écouler leurs récoltes. Toujours en politique, le président du directoire du RHDP poursuit sa tournée de mobilisation dans le district du Zanzan. Après Bouna, cap sur Bondoukou, dans la région du Gontougo. Gilbert Kafana Kone appelle à l'union autour de la coordination régionale. Konaté Moussa. Les femmes et les jeunes du RHDP de la région du Gontougo réaffirment leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. Nous, les femmes de la région du Gontougo, conscientes que notre bonheur se trouve avec Alassane Ouattara, sollicitons sa candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour terminer ce qu'il a si bien commencé. Nous, jeunesse du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, déclarons notre soutien total et inconditionnel à la candidature de son Excellence M. Alassane Ouattara pour un nouveau mandat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Des appels de la jeunesse et des femmes soutenus par le coordonnateur principal du RHDP de la région du Gontougo.
Kobena Kwasi Adjoumani dit avoir perçu le message de cohésion prôné par la direction du parti. Merci, Monsieur le Président, d'être venu nous parler, nous demander de nous retrouver pour faire la paix. Vous nous avez demandé d'être ensemble autour du président Alassane Ouattara pour aller à la conquête de cette victoire. Et nous sommes prêts à y aller. Dans son adresse, le président du directoire félicite les militants du RHDP du Gontougo pour leur mobilisation. Il les invite à s'unir autour des responsables locaux pour conduire les activités du parti dans la région. Ayez confiance, ayez de l'espoir. Il reste simplement que vous soyez unis. Unis derrière l'éléphant du Zanzan, l'éléphant blanc, M. Kobena Adjoumani. Cette étape de Bondoukou marque la fin de la tournée de mobilisation du président du directoire dans le district du Zanzan. Restons à Bondoukou. La ville a abrité récemment la finale du tournoi de football doté du trophée Alassane Ouattara édition 2024. Cette compétition a permis de rassembler les cadres et toutes les couches sociales de la région du Gontougo autour d'un idéal, la paix. Jean-Marc Djadji. Soko FC s'adjuge le trophée de la 5e édition du tournoi de football Alassane Ouattara dans la région du Gontougo. Cette équipe victorieuse s'est imposée aux dépens de l'équipe de Zanzan FC, 1-0. Cette compétition, initiée par le député de Bondoukou Ouest, Maison Kofi Noël, vise à promouvoir la cohésion sociale comme prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'objectif de ce tournoi, c'était de faire en sorte d'égayer l'ensemble des jeunes de notre district, de notre région. Je pense que nous sommes arrivés au terme de ce tournoi-là, la 5e édition. Je dois dire que nous sommes fiers, heureux d'avoir contribué à créer la saine émulation au sein de cette jeunesse-là. Ce tournoi, parrainé par l'ambassadeur Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, a enregistré la présence des cadres pour une saine émulation dans la région du Gontougo. Au-delà de l'amusement que vous voyez, au-delà du simple jeu, au-delà des récompenses, il faut comprendre qu'il y a une philosophie derrière. Tout travail mérite salaire. Tout effort mérite récompense. Et c'est ce que nous voulons apprendre à ces jeunes-là. Ce sont au total 16 équipes qui ont pris part au tournoi de football Alassane Ouattara dans le Gontougo. Le vainqueur a reçu une enveloppe de 500 000 francs CFA, un trophée, ainsi qu'un jeu de maillot. Quant au finaliste, il est reparti avec une coquette somme de 250 000 francs CFA. Nous vous proposons à présent un extrait du Dimanche Magazine. Le sujet abordé, Journée nationale du cacao et du chocolat, accroître le revenu des producteurs. On regarde. Le prix de 1800 dit clairement l'ambition de la Côte d'Ivoire affichée de demeurer le leader de la production mondiale de cacao et de plus en plus de faire la promotion de la transformation locale et donc également de la consommation. Le revenu global dans la chaîne des valeurs du cacao, c'est 100 milliards de dollars. Et sur les 100 milliards de dollars, il y a seulement 5% qui reviennent aux pays producteurs. Et dans les 5%, il y a 3% qui vont directement aux producteurs. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs perçoivent seulement 5%. Vous voyez que 5% sur 100 milliards, ça fait 5 milliards de dollars. Et quand vous ramenez à 3%, ça fait 3 milliards de dollars seulement que les producteurs perçoivent. C'est pour changer les choses que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et son homologue du Ghana ont décidé que les deux filières se mettent ensemble pour faire le combat. C'est ce qu'on appelle l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Aujourd'hui, ce que nous espérons, c'est que les autres pays producteurs africains se rejoignent à nous pour qu'on fasse un gros lot. Évidemment, le Cameroun et le Nigeria frappent déjà à nos portes. On pourra donc impacter les prix. Les prix de 1800 francs sont convenables. Je n'ai pas dit que c'est excessif, mais c'est convenable. Mais nous espérons mieux. C'est pour ça que nous posons des actes à pouvoir améliorer les conditions de nos parents producteurs. Le FIDRA, Fonds international pour le développement de la retraite active, a clôturé ce vendredi dans la commune de Treichville la journée de la retraite active. Cette 10e édition visait à célébrer les retraités de la structure. Patricia Omoitia. La célébration de la 10e édition de la journée de la retraite active JRA a marqué l'apothéose de la tournée relative à la dite journée dénommée JRA Tour 2024. Plus de 3000 retraités ici au Palais de la Culture ont vibré au son des grands classiques de la musique rétro. Le capitaine Yassongo Kone,
président de l'Association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire et parrain de la cérémonie, a félicité Hélène Diarra, PDG du FIDRA, pour cette initiative qui valorise l'image des retraités. Pour cette édition, la direction du FIDRA a voulu, une fois de plus, célébrer ses 58 000 souscripteurs qui continuent de lui faire confiance. La retraite n'est plus perçue comme une fin de vie, mais plutôt comme le début d'une nouvelle étape avec beaucoup d'opportunités. Une étape vécue avec beaucoup d'enthousiasme et de sérénité. Et ces 10 années de la journée de la retraite active également ont permis de faire prendre conscience à l'opinion publique que le retraité doit être un citoyen actif au cœur du développement. Nous lançons un appel aux retraités. Nous leur disons de prendre leur place dans la société parce qu'ils ont une riche expérience qu'ils peuvent mettre au service de la nation. Au thème de la cérémonie, les 10 premiers clients du FIDRA ont été distingués. Depuis avril 2024, le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA a été distingué en tant que première microfinance de la zone UEMOA. Nous vous le disions en titre, bonne nouvelle pour l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Ce dimanche, le pape François a annoncé la création de 21 nouveaux cardinaux, parmi eux Monseigneur Ignace Bessi. L'actuel archevêque métropolitain d'Abidjan recevra les insignes de ses nouvelles charges pastorales le 8 décembre prochain à Rome. Les explications de Grace Kondo. La Côte d'Ivoire a l'honneur à Rome, en Italie, siège de la chrétienté catholique. 21 nouveaux cardinaux seront créés le 8 décembre prochain lors de la solennité de l'Immaculée Conception, jour où ils recevront les insignes de leur mission pastorale. Parmi ces nouveaux prélats, l'archevêque métropolitain d'Abidjan. L'information a été donnée par sa sainteté le pape François lors de l'Angélus. Sua Excelência Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, arcivescovo de Abidjan, Costa d'Avorio. Ignace Bessi Dogbo devient ainsi le 4e cardinal du clergé ivoirien. Précédemment archevêque de Korogo, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo a été nommé archevêque d'Abidjan par le pape François en juin dernier. Sa prise de possession canonique du siège d'Abidjan, suivie de l'imposition du pallium, a eu lieu le 3 août dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, lieu du siège archiépiscopal d'Abidjan. Dans l'actualité, un pont sera construit au-dessus de la rivière Cavali en vue de connecter la Côte d'Ivoire au Libéria, une initiative de la CEDEAO. L'ouvrage sera bâti entre les localités de Prolo, dans le département de Tabou, en Côte d'Ivoire, et de Diokédé, au Libéria. Une mission de la CEDEAO était récemment en Côte d'Ivoire pour la remise du site à l'entreprise retenue pour les travaux qui vont durer 2 ans. L'objectif est d'améliorer la circulation des biens et des personnes de part et d'autre de la frontière. Un appui financier de la BAD, Banque africaine de développement, permettra la réalisation de ce projet majeur. Écoutons à présent des membres de la délégation. Du site à l'entreprise enclenche de fait le démarrage des travaux de ce pont au-dessus du fleuve Cavali. Les travaux vont durer 2 ans. Nous espérons qu'en 2026, nous aurons un pont complètement achevé sur lequel les populations pourront circuler de part et d'autre de la frontière. Et cette entreprise va démarrer la construction de ces travaux de pont qui vont durer 24 mois. Cet ouvrage, ça va vraiment contribuer à l'intégration sous-régionale. Voilà, et ça fait partie de l'un des maillons manquants du chaînon Abidjan, du corridor Abidjan-Lagos. Du sport à présent, en toute maîtrise, la Côte d'Ivoire est entrée dans l'histoire du Maracana en remportant le premier trophée mondial de la discipline en battant le Bénin 3-0 ce dimanche soir au Palais des Sports de Treichville. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et de la présidente du Sénat. Honneur à la Côte d'Ivoire. Dernière info de ce journal, la campagne de vaccination contre la variole du singe auprès des populations à risque a commencé à Goma. Le chef-lieu du Nord Kivu est la province la plus touchée de la République démocratique du Congo. Avec plus de 30 000 cas depuis janvier, le pays est considéré comme l'épicentre de l'épidémie. La campagne concernera dans un premier temps le personnel de santé et les communautés à risque. Alors que les autorités chiffrent les besoins en millions, la RDC n'a reçu que 265 000 doses du dit vaccin.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Excellent début de semaine à tous.